Si l'on ne peut pas expliquer aux détenteurs de chaudières à fioul, de voitures à diesel et autres produits contribuant au réchauffement climatique, eh bien, c'est que ces gens-là sont de mauvaise volonté et l'on sera tenté de les contraindre. Cela s'appelle du fanatisme. Je suis Gilles Campagnolo, je suis directeur de recherche en poste en Sorbonne. Avec Génération Libre, j'ai eu le plaisir de contribuer au rapport Mieux que la planification, le prix du carbone et un revenu climat qui était sous-titré pour une écologie de la liberté. La planification économique a une longue histoire. Après tout, l'idée même que l'on puisse rationaliser la production, éviter les redondances ou pallier les manques de communication entre les différentes entreprises de production, d'innovation, de recherche, est une idée assez naturelle. Le souci tient aux conséquences de la poursuite excessive de ce raisonnement et de l'entendement calculateur. Historiquement, à la fin du XIXe siècle, les mouvements en faveur de la planification, qu'ils aient été socialisants ou d'autres tendances, poussaient à renverser la charge de la preuve contre une économie laissée à sa propre logique de liberté des échanges. L'idée étant de rationaliser la production, de le faire le mieux possible sous l'égide des savants et du gouvernement. C'est faire trop de confiance aux savants, dont l'expertise ne consiste pas à décider ce qui doit être fait, et c'est croire que les gouvernements et les politiques vont appliquer au mieux ce qui a pu leur être conseillé. L'excès de planification a eu un exemple dans le cas soviétique, où les plans quinquennaux ont connu des succès primordiaux et des échecs à long terme. À court terme également, il avait fallu, en Union soviétique, transformer la politique dite de communisme de guerre en nouvelle politique économique, laissant la liberté aux entrepreneurs, aux petits commerçants, aux moyennes entreprises, d'échanger de nouveau dans un marché laissé en partie libre. C'était un aveu d'échec de la tentative autoritaire. Lorsque celle-ci fut reprise, la mobilisation de la population permit d'obtenir des succès. Le résultat, cependant, fut à long terme un échec. La raison avait été donnée par des théoriciens dès les années 20. Une querelle, dite querelle du calcul socialiste, avait alors eu lieu entre ceux qui soutenaient l'importance de trouver les moyens de calculer, par exemple Oscar Lange, et qui s'appuyaient sur des théories économiques, par exemple le système d'équilibre général tel que l'avait voulu Léon Walras. Au cœur de la pensée économique du XXe siècle, Léon Walras soutenait la collectivisation des terres. Il n'est pas classé comme un auteur bolchevique ou collectiviste pour autant. Cependant, l'effet du calcul dans le cadre socialiste a été, après quelques succès initiaux, des échecs à long terme. On connaît le nom de Friedrich Hayek. Il y a également celui, pris directement dans la querelle de l'époque, de Ludwig von Mises, qui était comme l'aîné de Hayek. Des points centraux consistent dans l'échec de la transmission exacte de l'information, même lorsque les partenaires sont de bonne foi. Parce que dès qu'elles reçoivent des ordres et ne sont plus libres de leur choix quant à l'indication des prix, quant au choix des quantités produites, quant au nombre d'employés qu'elles doivent faire travailler dans le système de production, les usines, les mines, etc., eh bien, elles auront tendance soit à mentir sur les résultats effectifs du travail, qui est toujours dépendant de multiples circonstances qui ne peuvent pas être prévues, soit à influencer les autres partenaires de l'échange pour résoudre leurs propres problèmes. La cascade de mauvaises informations ou de mauvaises décisions qui suit de ces multiples formations mutuelles, déformations mutuelles, a les conséquences négatives que le planificateur saisit à terme. À ce moment-là, le planificateur fait office d'autorité. Il va appliquer son autorité et, dans les régimes les pires, envoyer directement dans des prisons, dans des camps, ceux qui auront failli au plan, qui seront à la limite décrétés traîtres. Mais tout système de socialisation des moyens de production, puisqu'il perd l'information que donne le signal prix lorsque les échanges sont libres, va se retrouver confronté à ces difficultés. Elles ne sont pas d'ordre simplement technique, c'est-à-dire que la solution que les ordinateurs peuvent apporter, que Lange, avec les moyens d'il y a un siècle, des années 20-30, espérait, n'est pas pour autant une solution. L'information fausse sera nécessairement produite
tout autant que l'information véritable. Il sera difficile de les partager, sauf à contrôler tout le monde. Plus de contrôle suscitera plus de tentatives de contourner le contrôle. Au total, la volonté autoritaire de planifier échouera. Il n'y a à cela pas de remède. L'idée de substituer à la planification autoritaire une planification décentralisée est une bonne idée. Chacun des acteurs plus près de sa pratique sera mieux en mesure de produire en faisant les choix adéquats aux circonstances que lui connaît. Poussons ce raisonnement jusqu'au bout. La planification décentralisée n'est pas seulement à l'échelle d'une région ou d'une entreprise ou d'un site de production, mais à l'échelle de chacun des individus qui sont partie prenante de cette production. De la même manière que si le consommateur est laissé libre, ce qu'il consomme orientera ce que le producteur qui veut écouler sa production sera tenté de produire, de la même manière, le producteur aura à ce moment-là faire les mêmes choix. Planification décentralisée signifie pas de planification, signifie que l'information pourra circuler et que, au final, les défauts de la planification reviendront à laisser, en réalité, le marché de plus en plus libre. La logique planificatrice va vers plus d'autoritarisme et d'inefficience. Certes, à terme, après la mobilisation des masses, car cette mobilisation ne peut pas durer tout le temps, on ne peut pas vivre en état d'urgence constamment. La décentralisation de la décision revient à terme à laisser le libre choix aux agents économiques. C'est pour cela que la planification économique a deux issues possibles. Une logique de l'entendement calculateur qui ira vers toujours plus d'ordre, de contraintes et à terme d'inefficience et d'échec, jusqu'à mettre en péril et détruire le système qu'il a mis en place. Soit à aller en limitant son impact, en limitant les contraintes, en comprenant que la décision revient à chaque niveau subsidiaire, aller jusqu'au terme de ce raisonnement, jusqu'à l'individu et à le laisser libre. Les agents économiques libres seuls peuvent prendre les décisions adéquates pour le fonctionnement du système économique dans lequel ils vivent. Prenons le cas français. En France, c'est la stratégie gouvernementale de réponse à la crise climatique qui s'appelle Stratégie nationale bas carbone, SNBC, qui a été mise en place afin de tenter, au niveau national, de résoudre au mieux le problème. Le plan national est évidemment insuffisant. C'est au plan international et mondial que les décisions se prennent. D'ailleurs, c'est à Paris qu'il y a quelques années maintenant, presque 10 ans, la COP 21 a tenté de réconcilier tous les acteurs. On a vu les hésitations, puis le retrait, puis le retour, puis les menaces sur les décisions prises à cette époque par la première puissance mondiale, les États-Unis. Autrement dit, les efforts français sont minimaux par rapport à ce que le monde demande. Pourtant, ils existent et ils ont ce mérite et il faut le leur reconnaître. France Stratégie, l'instance nationale qui a en charge de réfléchir et d'orienter, dans la mesure du possible, les différentes politiques publiques, et d'évaluer un peu leurs résultats, a publié un rapport sur la SNBC en soulignant un certain nombre de difficultés. D'abord, les redondances entre les décisions prises à différents niveaux administratifs, puis les erreurs qui ont pu être faites ou les contradictions entre différentes décisions. Le résultat est positif selon le rapport, mais insuffisant et malheureusement en partie incohérent. Eh bien, je voudrais dire ici que l'on peut certes déplorer l'incohérence, mais que l'on peut aussi s'en réjouir. C'est la marge de liberté qui est laissée aux acteurs. Un système d'entendement calculateur laissé à lui-même pousse la logique vers une planification écologique de plus en plus stricte, sévère, voire contraignante. Ainsi, un certain nombre de voix n'hésitent pas à proposer des interdictions directes, strictes, rigoureuses, de tel ou tel usage, de tel ou tel moyen de transport, de telle ou telle consommation, de tel ou tel produit. Que certains produits ou certains usages de consommation soient malheureux, déplorables, répréhensibles est une chose. Les interdire et pour cela contraindre les agents économiques en est une autre. C'est empêcher la libre circulation d'une information que donne le signal des prix. C'est empêcher de comprendre ce qui peut fonctionner, ce qui peut ne pas fonctionner. C'est autrement dit, créer artificiellement des sources de désinformation lorsqu'il y en a également déjà suffisamment par ailleurs. La SNBC ne fonctionne pas parfaitement, tant mieux. Quelles alternatives pour tenter de contribuer à résoudre la question, reconnue par la communauté scientifique, des soucis que crée le réchauffement climatique d'origine anthropique? Le rapport de Génération Libre
tente de proposer une solution à travers un système de taxation sur le carbone, de quotas, à travers les signaux que l'on pourrait entendre et que donnerait le prix du carbone, dont la décision par chaque acteur économique lui appartiendrait en ce qui concerne sa propre utilisation. Autrement dit, la solution, c'est en quelques mots, de laisser libres les agents économiques de leurs décisions écologiques et pour cela de les éduquer. La solution, l'alternative, n'est pas dans la contrainte mais dans la pédagogie. Toute tentative pédagogique qui tourne à la contrainte correspond à du fanatisme. Le processus est simple, il a été expliqué par le philosophe Alain. Il y a plus d'un siècle, lorsque vous êtes convaincu de détenir la vérité, vous voulez pour le bien d'autrui la lui enseigner. Vous faites effort d'éducation. Si la personne à qui vous vous adressez ne se résout pas à admettre l'intégralité de vos arguments, après un certain temps, vous êtes tenté de penser que ce n'est pas manque de compréhension de sa part, ni manque de talent pédagogique de la vôtre, puisque vous répétez, vous recommencez, et les médias nous abreuvent du discours écologique à longueur de temps. Non, c'est qu'il y a manque de bonne volonté de la part de celui que vous essayez de convaincre. Si l'on ne peut pas expliquer aux détenteurs de chaudières à fioul, de voitures à diesel et autres produits qui semblent susciter, à tel et tel titre que l'on peut mesurer, des soucis contribuant au réchauffement climatique. Eh bien, c'est que ces gens-là sont de mauvaise volonté et l'on sera tenté de les contraindre. Cela s'appelle que le fond de la croyance soit religieux, scientifique ou autre, du fanatisme. Que les scientifiques cherchent la vérité et l'obtiennent est une chose, dans une certaine mesure et sous réserve de vérifier et de tenter de trouver des contre-épreuves, de falsifier leurs propres théories pour améliorer les théories, que les décideurs politiques s'appuient sur ces résultats scientifiques afin de contraindre excessivement une population en est une autre. Les alternatives sont de laisser les agents prendre leurs décisions de manière décentralisée et individuelle. Bref, de conserver un système de production et de consommation libre où les échanges peuvent s'effectuer selon la volonté des agents. Parce que ces décisions individuelles, dont le croisement des plans personnels est toujours inattendu et suscite un développement spontané de la société. Pour résumer en une phrase, l'apport que Génération Libre m'a fait l'honneur de bien vouloir indiquer, la planification et la contrainte ont des effets contre-productifs qui, à terme, est absolument le contraire de l'objectif louable de vouloir contribuer à limiter le réchauffement climatique d'origine anthropique. Tandis que laisser la liberté aux agents économiques, tout en leur donnant les moyens de l'évaluer et de décider avec la meilleure information possible ce qui est le mieux pour l'humanité, c'est leur faire confiance et à partir de là, obtenir de leur part le meilleur plutôt que le pire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, comme l'on dit aujourd'hui, à la partager, à la faire entendre à vos amis, à vos connaissances, en particulier s'ils ou elles sont convaincus du contraire et vous indiquent à quel point vous devriez cesser toute activité dépensant du carbone comme prendre l'avion ou avoir des enfants.